Je vous présente Dominique Lang. Merci Dominique de venir jusqu'à nous depuis Paris. Il est aussi en transition quelque part entre Paris et l'Alsace. Donc Dominique est journaliste au groupe Bayard Presse et spécialiste des questions d'écologie. Il va nous faire 2 conférences en une, en essayant de rattraper, mais il a un esprit de synthèse comme tous les journalistes, donc il va réussir ça merveilleusement. Mais donc premier temps, redire tous les enjeux de cette convention des partis qu'on appelle COP 21. Il va réexpliquer le contexte, les enjeux. On l'a illustré magnifiquement, encore merci Véronique. Et il poursuivra ensuite pour dire quelques mots sur l'encyclique du pape François, ses enjeux, l'importance de cette encyclique, aussi dans une prise de conscience internationale. Mais prenons déjà donc dans l'ordre les enjeux de cette convention internationale. Bonjour, je vais rester debout peut-être, ça va, vous verrez mieux. Merci de m'accueillir. Merci de m'accueillir dans ce beau lieu que je découvre. Oui, il y a vraiment un enjeu important dans ce qui va nous attendre en décembre. On va assister en direct à Paris. Alors il faudrait être plus juste, c'est pas à Paris, ça va être au Bourget, donc qui est au nord de Paris, c'est-à-dire pas dans Paris intramuros, mais en Seine-Saint-Denis. Et je trouve qu'il faudrait qu'on le dise un peu plus souvent. Ça va être tous les puissants du monde qui vont se réunir, enfin tous les représentants du monde qui vont se réunir dans un des départements les plus pauvres de France. Là où on parle toujours des banlieues difficiles, etc. Le 9-3, le terrible 9-3. Et là, au Bourget, là où on vient de vendre des avions la semaine dernière, là où on est tout content de vendre les Rafales à l'Arabie Saoudite et tout ça, là on va se poser des questions. Il n'y a rien à vendre, il y a juste à essayer d'être humains ensemble pour que tout le monde s'en sorte un peu mieux. Alors ça va être un sacré pari. Ces COP, c'est des aventures diplomatiques. Donc c'est un mécanisme qui s'est mis en place depuis une vingtaine d'années. Vous entendez bien 21, ça veut dire qu'on est à la 21e étape de ce travail, avec des étapes intermédiaires. La dernière a eu lieu en décembre, et puis depuis, il y a eu plusieurs rencontres intermédiaires pour préparer le terrain. C'est tout un travail, un très long travail diplomatique pour faire émerger un consensus, une forme de consensus. Alors l'enjeu de cette COP cette année, ça va être de trouver les mécanismes qui vont suivre au protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto avait été un premier accord international signé par un certain nombre d'États, pas tous, commençant à dire il y a un problème avec nos émissions de gaz carboniques, de CO2 et d'autres gaz à effet de serre. Il faut que collectivement nous prenions les moyens pour réduire nos émissions de gaz, parce que ces gaz-là, en s'accumulant dans l'atmosphère, créent un effet de serre et donc font monter la température moyenne. Voilà, c'était un peu la prise de conscience qui s'est faite à Kyoto, et le protocole de Kyoto nous engageait jusqu'à, je ne sais plus quelle date, mais dans les années actuelles. Là. Voilà. Et donc il faut qu'on prépare, pour dans les 3-4 ans qui viennent, la suite, un nouveau grand accord qui va nous engager sur 20 ans, sur 30 ans, pour que les pays, collectivement, disent bien, ensemble, on va essayer de réduire encore plus nos émissions. Alors ça, c'est tout le travail diplomatique qui est en cours, qui est difficile, qui est très compliqué. Moi, j'avais eu la chance, grâce à mon travail, d'accompagner Nicolas Hulot quand il est allé au Vatican. Et il y allait 2 fois les 2 dernières années. C'est très drôle de voir ce journaliste qui n'avait jamais mis les pieds au Vatican, si ce n'est que pour faire des photos, mais il ne connaissait rien à ce milieu d'église, rentrer dans les dorures du Vatican et essayer de trouver des interlocuteurs avec qui il pouvait essayer de faire comprendre l'enjeu de ce débat, puisqu'il est nommé par le gouvernement français pour préparer, entre autres, cette COP. Et ce qui était très beau, c'est de voir qu'au Vatican aussi, alors que le Vatican n'est pas un grand émetteur de CO2, a priori, pas trop, en tout cas, il a rencontré des interlocuteurs qui étaient au courant et qui avaient bien compris l'enjeu. Ça, c'était pas du tout gagné. Moi, j'étais pas très sûr de ce qu'il attendait. Mais voilà, le travail s'est fait, la prise de conscience est en cours. L'Académie pontificale des sciences a bien travaillé.
le dicaster pour justice et paix a bien travaillé, etc. Les différents organismes internationaux du Vatican qui sont en contact avec ce que vous avez raconté, les réalités sociales dans le nord et dans le sud, voient bien les problèmes et sont de plus en plus en dialogue avec les milieux scientifiques qui ont validé peu à peu ce qui s'est passé. Donc ces COP ont été accompagnés, donc ça c'est le travail diplomatique, qui est un travail difficile parce qu'il faut aider des gens à volontairement se décider de se freiner ensemble. Ce qui est très compliqué. Et Hulot m'expliquait que un diplomate, quand il va dans une négociation, s'il arrive à rentrer chez lui en disant on va dépenser le moins possible, c'est une victoire pour lui. Donc on négocie toujours au moins 10 ans, quoi. C'est une espèce de guerre où chacun avance ses pions, mais il ne faut pas trop en avancer parce que sinon en rentrant chez soi, on va dire mais tu te rends compte de ce que tu as fait. Donc si la négociation c'est juste une négociation de bout de ficelle où chacun essaie de tirer le mieux possible son épingle du jeu, il ne se passera rien. Ou des accords minimalistes qui nous donnent l'impression qu'on a décidé quelque chose, mais qui dans le fond ne vont pas changer la machine. La machine va continuer, la Chine va continuer à augmenter sa production, l'Inde est en train d'arriver, les grands États en développement sont en train de rattraper le retard économique, et à juste cause, hein, ils ont raison, ils ont le droit. On ne va pas leur demander de rester pauvres juste pour nous faire plaisir. Ils ont le droit de rattraper économiquement leur niveau de vie. Mais simplement, si on ne les accompagne pas dans ce rattrapage-là, si on leur laisse faire les mêmes erreurs que nous, avec des populations qui, là, pour le coup, on l'a entendu, sont très importantes, et quand l'Afrique se réveillera, qui est le prochain continent qui est en train de se réveiller, on retrouvera ces mêmes problématiques. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à ce que nos politiques, nos économistes, nos responsables comprennent que le but, c'est pas de négocier à minimum, c'est de dire il y a un enjeu pour la planète entière, et donc il faut que nous, les pays occidentaux, les pays industrialisés, on accepte d'avancer de manière différenciée. Ça a été l'enjeu des négociations les dernières années, de dire effectivement il faut que tous les pays du monde avancent ensemble dans un accord, mais cet accord peut être différencié. Il y a ceux qui sont en développement et à qui on ne peut pas trop mettre la pression, et à la rigueur il faut même plutôt les aider en finançant. Donc il y a toute une négociation sur un fonds international que les pays abonderaient et qui permettrait d'accompagner le développement des pays les plus pauvres en évitant les techniques et les technologies et les consommations les plus polluantes. Donc il y a cette négociation sur qui est prêt à donner 100 milliards par an pour ça. D'où va venir cet argent alors que tous nos pays sont dans une crise dont on pourrait parler, mais en tout cas elle frappe quand même un certain nombre de pays. Et puis il y a cette négociation internationale de dire est-ce qu'on arrive à nuancer suivant l'état de chaque pays, ceux qui sont en développement, ceux qui sont déjà surdéveloppés d'une certaine manière, ceux qui sont riches, ceux qui sont pauvres, et avec tous les problèmes internationaux transversaux de la corruption, des circuits financiers qui tournent à toute vitesse sans se poser de questions, etc. Vous voyez la complexité de la discussion qui est en cours. Donc on va avoir 15 jours début décembre où les gens vont se réunir. Ils vont avoir, eux, un document de travail qui est en train d'être travaillé depuis 2 ans, négocié mot à mot. Et il y a eu encore une négociation à Bonn, oui, c'est ça, il y a quelques semaines, et ça n'a pas beaucoup avancé. Ils ont un document, je crois, de 160 pages aujourd'hui. Personne ne lit 160 pages, donc ils voulaient le réduire à 80-90 pages, et ils ont réussi à en enlever 20 ou 30. Mais en négociant mot par mot, quoi. Donc, vous voyez, c'est des espèces de négociations de bout de ficelle pour que tout le monde s'y retrouve, avec des enjeux géopolitiques, etc. Hyper compliqué. Donc c'est pas forcément très optimiste comme mouvement. On n'est pas du tout sûr qu'à Paris, on va réussir à franchir un cap. Si déjà, au minimum, on peut aller à Paris et puis ne pas partir trop fâché à la fin, ça sera déjà une demi-victoire. Mais il n'est pas du tout sûr qu'on arrive à décider de refaire une espèce de protocole de Kyoto ou un acte politique aussi fort en disant on a compris ce qui se passe et donc collectivement on va agir. Pas du tout sûr. Alors ça c'est le côté un peu sombre de la démarche parce que là on laisse travailler les politiques qui ont leur logique politique. Et le problème de la logique politique, et je pense qu'un Pierre Rabhi a dû vous le dire, mais
Si vous regardez l'encyclique du pape François, si vous lisez ce texte, vous verrez, il la dénonce très clairement. Le problème du champ politique aujourd'hui, c'est que c'est un champ à court terme. Nos hommes politiques, ils voient à peu près sur 3, 4, 5 ans un mandat électoral, si tout va bien. À la rigueur, un deuxième derrière, mais ils ne sont pas du tout sûrs d'y être. Donc, eux, leur action, c'est juste pour que dans 3 ou 4 ans, ils peuvent se faire réélire, ou que leur parti ne soit pas trop en difficulté. Et donc, si vous négociez ce genre de choses sur 3 ou 4 ans, il n'y a rien qui se passe, c'est impossible. Donc, il y a deux temporalités qui ne fonctionnent pas, quoi. Il y a une temporalité longue, de dire est-ce que nous sommes capables d'engager des actions pour les générations futures, c'est-à-dire dans les 20, 30, 50, 100 ans qui viennent. C'est-à-dire est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à planter des glands de chêne en disant nous ne verrons pas le chêne mûr, quoi. Ce qu'ont fait nos ancêtres, hein, quand ils ont planté les grandes forêts par moment pour pouvoir faire des mâts de bateaux, et ben on plantait des chênes et 150 ans plus tard, leurs descendants les récoltaient. Est-ce que nous, politiquement, on est capable d'avoir ce genre de réflexion? On va planter des actions qui vont permettre, un siècle plus tard, de porter des fruits. Ben aujourd'hui, c'est pas clair du tout, c'est pas sûr du tout. Si en plus le champ politique est accompagné, pour le dire positivement, mais où on peut dire négativement, infiltré par la pression économique des grands groupes industriels, des multinationales, du monde de la finance, qui elle aussi a une logique très court-termiste de rendement, d'efficacité, de productivité, et bien alors là, on est vraiment paumé, quoi. Là, ça va être très compliqué. Et quand vous voyez que Ségolène Royal a été contente, enfin pas qu'elle, hein, mais le gouvernement français a été content d'annoncer qu'il y a déjà une quinzaine de grandes entreprises multinationales qui vont financer la COP pour avoir des petits fours tous les soirs et tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien dans de bonnes conditions. Il ne faut pas cracher sur les multinationales, heureusement qu'elles sont là. Hein. Il ne s'agit pas de dire que c'est tous des mauvais, que nous sommes tous des bons. Mais ça va être difficile de résister à la pression financière, économique de ces milieux-là. Ça va être très difficile. Et vous savez bien que toutes ces négociations sont des négociations où les groupes de lobbying sont très actifs. Donc voilà, ça va être à la fois passionnant à suivre, en même temps, il faut qu'on se prépare intérieurement à pas forcément attendre le salut de cette histoire. Alors ça, c'est la deuxième chose que je voulais nommer, que je trouve très intéressant, c'est qu'il se passe quelque chose dans ces COP, là, depuis 20 ans, c'est que toutes les ONG, toute la société civile, tous les militants, les associations, les syndicats, tout ça, les altermondialistes, tous ceux qui ont accompagné ce mouvement-là, mais en off, c'est-à-dire tous ces gens qui ne sont pas dans les négociations, parce qu'ils ne font pas partie des gouvernements, mais qui ont fait monter la pression, qui à chaque COP sont là en disant, on vous rappelle que vous êtes 300 personnes et il y a 6 milliards d'êtres humains qui vous attendent dehors, quoi. Qui vous rappellent cette réalité-là. Et ces COP, ces ONG, cette société civile qui est accompagnée et qui a beaucoup cru à ce mouvement-là, parce que c'est un beau mouvement politique, là. Il y a quand même, on voit une prise de conscience mondiale en train de se faire, ce qui est quand même un beau signe des temps, mais qui s'est aussi pris les claques des dernières COP où on y a cru et puis ça ne marche pas. Alors on essaye, mais si ça va aller cette fois-ci, et puis ça ne marche pas. Et donc à chaque fois une espèce de blues post-partum de la COP, où les ONG, les associations et la société civile disent « Non mais ça ne marchera jamais ce truc, quoi. » Voilà. Donc on mobilise nos militants, on fait des grandes manifs, on sort tout, on dit « Allez, on y va », et puis on met la pression sur nos sociétés, nos démocraties en disant « Vous allez voir, on va signer un accord, on va y arriver », et puis rien. Et puis, voilà, alors il y avait ce coup, un coup de massue à la fin de chaque COP. Et maintenant, on a vu une espèce de maturation aussi dans ces milieux-là, des ONG, la société civile, où elles sont en train de dire depuis 5-6 ans, peut-être un peu plus longtemps, mais en tout cas maintenant ça se voit de plus en plus clairement, en disant la COP c'est des étapes, c'est des jalons, mais le vrai mouvement, c'est pas ce que vont décider 300 décideurs politiques. Le vrai mouvement, c'est cette maturation de la société civile qui commence à redire, face à la mondialisation économique, la mondialisation, la globalisation dans laquelle on baigne depuis 20 ans, et dans laquelle on n'a eu aucun mot à dire, en gros, si ce n'est d'être mis au chômage quand mon usine est délocalisée, eh ben, la société, par la base, est en train de reprendre sa place dans les négociations, dans le champ démocratique et dans le champ politique. En disant, il n'y a pas que 300 députés qui peuvent préparer l'avenir de la France. Il n'y a pas que nos élus qui ont un mot à dire sur ce que nous voulons vivre. Parce que nos élus
Notre démocratie, elle est un peu en difficulté, parce que nos élus, une fois qu'ils sont élus, ils oublient qu'on existe, ou ils sont pris dans les contraintes de réélection ou de je sais pas quoi. Et donc ils ne viennent pas très souvent vérifier à la base si ce qu'ils votent, c'est bien ce qu'on veut. Et donc il y a une espèce de déconnexion entre les élus. Regardez l'espèce de rejet démocratique qui a lieu dans nos élections en ce moment, où on a 40, 50, 60% d'abstention. C'est quand même un signe très fort en disant ces gens peuvent voter ce qu'ils veulent, on s'en fout. C'est pas la vraie vie. Et donc, ça peut être dur, mais en même temps, on voit qu'il y a des forces de résilience, et donc la société civile, les champs associatifs et tout ça, est en train de reprendre sa place, est en train de réinventer des nouveaux modèles pour dire il n'y a pas que 300 députés pour diriger un pays. Il y a aussi tout le réseau humain, tout le réseau associatif, tout le réseau militant, tout le réseau municipal, départemental, régional, tous les réseaux de la sphère démocratique qui peuvent prendre leur destin. On le voit très clairement, par exemple, sur les négociations climatiques, où on a cru assez longtemps, tout au début des COP, que c'était les grands pays qui devaient décider, alors on va prendre des décisions massives, et tous nos pays, puis on voit que ça ne marche pas, parce qu'ils n'y arrivent pas, c'est trop compliqué. Et on a vu en même temps des réalités locales, des villes et des régions dire puisque nos gouvernements n'y arrivent pas, nous on y va. Et donc on voit des réseaux de villes qui aujourd'hui disent nous, à notre niveau, on est dans le pratique et on dit comment est-ce que ma ville de Los Angeles ou de Paris ou je sais pas quoi, à notre niveau, on commence à créer le changement qu'on voudrait voir au niveau national. Et pareil au niveau des régions. En France, pas trop, mais ça commence à venir. Mais en Allemagne ou aux États-Unis, certains États américains ou ailleurs commencent à dire nos gouvernements sont trop verrouillés par des contraintes, mais moi, à mon niveau local, je peux avancer. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Je pense qu'il faut qu'on prenne vraiment cette mesure-là. Si à Paris, en décembre, il n'y a pas d'accord international qui est signé, c'est dommage parce qu'on va encore perdre du temps, on va encore perdre de l'argent, on va encore se prendre un coup psychologique sur la tête, mais ça n'arrêtera pas ce mouvement-là. Peut-être même que ça va le renforcer. Donc c'est ça qui va être intéressant à voir. Et donc pour nous, simples citoyens de base qui assistons à ces espèces de négociations sans qu'on nous demande notre avis, on peut quand même se réjouir de ce qui se passe en disant dans ce mouvement-là, ça renaît d'un peu partout. Moi, ça me fait beaucoup penser, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Edgar Morin, qui est donc un des penseurs aujourd'hui en France, qui n'est pas chrétien, il n'a pas de référence de ce côté-là. Dans des livres, quand il parle des crises que nous traversons, il a une analyse assez sombre. Les crises financières, les crises écologiques, les crises politiques sont vraiment dures. Et en plus, collectivement, on n'a pas envie de les voir, donc on y va, quoi. On fonce dans le mur et on accélère. Voilà. Et donc la crise, on va la sentir, on la sent déjà d'ailleurs. Quand on a 10-15% de chômage depuis 30 ans et que plus personne ne sait comment le réduire, c'est hyper violent, c'est hyper destructeur pour le milieu familial, etc. Il dit ça, donc crise très sévère, et en même temps, je dois faire le constat, c'est Edgar Morin qui dit, je dois faire le constat qu'il se passe quelque chose qu'on n'avait pas prévu, c'est que les crises sont aussi les lieux où apparaissent ce qu'on appelle il appelle ça, c'est une image, des cellules souches. Vous savez, les cellules souches, c'est ce que les scientifiques ont découvert il y a 20 ans, 25 ans peut-être, que dans notre corps, il y a des cellules du sang, des cellules des os, des cellules du foie, du cerveau, je ne sais pas quoi. Et il y a des cellules qui, en apparence, servent à rien, qui circulent et qui n'ont pas de fonction. Et on a découvert que ces cellules, en fait, c'était des espèces de réservoirs, et que quand il y avait un problème dans le corps, si on les stimulait, ces cellules se transformaient en plein de choses différentes. En foie, en sang, en muscles. C'est des espèces de cellules qui ont un potentiel incroyable et qu'on peut utiliser pour revigorer le corps. Et donc Edgar Morin dit, dans nos sociétés, dans les temps de crise, on se souvient, on redécouvre qu'il y a dans nos corps sociaux des gens qui sont comme des cellules souches, qui a priori servent à rien, n'ont pas des fonctions, ne sont pas des élus, ne sont pas des dirigeants d'entreprise, ne sont pas des gens de l'action économique ou politique, mais qui à leur niveau disent, dans la crise, ou bien je disparais, je consomme et je disparais, puis c'est tout, après moi, le déluge, ou bien je dis, ça me paraît intolérable,
à mon niveau, je commence à agir. Je ne sauve pas la planète, je ne résous pas le problème du réchauffement climatique, je ne résous pas la question de la biodiversité qui s'effondre, je ne résous pas la question de la pollution de l'eau, mais à mon niveau, dans ma ferme, dans ma maison, dans ma famille, dans mon lieu de travail, je commence à agir sur un de ces sujets-là, de manière très concrète. L'exemple le plus classique qu'on a tous vu émerger en direct, c'est les AMAP. Ces agriculteurs, c'est un mouvement qui a 10 ans en France maintenant, des agriculteurs qui ont dit je me retrouve dans une agriculture très contrainte, avec des pratiques, je ne sais plus très bien si c'est bon ou pas, endettées, avec un rapport à l'animal et à la terre qui est un peu violent par moment. Donc je ne sais plus tout à fait ce que je veux comme métier. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme autre modèle agricole? Donc ils ont cherché, ils ont importé un modèle qui venait du Japon, que des gens avaient essayé ça. Donc c'est des agriculteurs qui se prennent en main, qui disent moi je suis prêt à produire autrement, en réduisant les produits dangereux, ou en réduisant je ne sais pas quoi, un certain nombre de pratiques bizarres. Mais il me faut simplement, au lieu de vendre mes produits au supermarché, qui eux se font l'argent alors que moi j'ai rien au bout, eh ben, je vends directement mes produits à 100, 150, 200 personnes autour de moi. Donc on recrée un contrat social et les gens viennent se servir directement ou reçoivent des paniers de ce que le paysan produit directement. Ce modèle, quand il est né, tout le monde a dit voilà, encore des utopistes des années 60 qui veulent faire des choses, mais c'est pas de l'économie, c'est un truc complètement artificiel, ça marchera jamais. 10 ans après, en France, il n'y a pas assez d'AMAP pour répondre à la demande. Il n'y a pas assez d'agriculteurs qui sont dans ce modèle-là pour répondre à la demande d'un certain nombre de familles, notamment dans les villes, où les gens disent bah oui, moi j'en ai marre de manger des fruits qui viennent du Chili, d'Espagne, alors que j'ai des paysans à côté de moi qui n'arrivent même pas à vivre de leur travail. Donc il y a ce retour du bon sens quelque part, qui est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que les énergies les plus profondes de nos vies, elles sont toujours là. Et dans les crises, ou bien on disparaît, parce qu'on est trop pessimiste et on ne croit plus à rien, et on disparaît avec la crise, on devient boulimique, etc. On consomme pour se rassurer, et puis on meurt avec, parce qu'on n'emmène rien dans nos cercueils et dans nos cimetières. Donc on fait juste consommer, et puis on explose avec. Ou alors on dit non, c'est pas ça le sens de ma vie. Le sens de ma vie, c'est de remettre du lien social autour de moi. C'est ce qu'on fait les AMAP. Vous recréez du lien social, vous parlez avec votre voisin, vous mettez des choses en commun, vous trouvez de nouveaux modèles économiques, vous arrêtez de courir après un mode de vie complètement épuisant psychologiquement, vous arrêtez de croire que ce qui rend heureux, c'est de faire 3 fois le tour du monde en avion chaque été, vous reprenez des choses simples, vous retrouvez le plaisir d'éteindre la télé au lieu d'être devant tous les soirs, vous parlez avec votre conjoint, vous voyez, ce genre de choses toutes simples, qu'on paraissait évidentes, mais qu'on ne fait plus parce que le matérialisme infiltre peu à peu tout ça. Voilà, donc il y a une bonne nouvelle de ce côté-là. Et donc je vous invite vraiment à être attentif, si vous voulez suivre ces questions de la COP, de voir comment les ONG, cette société civile va être présente pendant les débats, et surtout après. Troisième chose qui est intéressante, et qui me permettra de faire la liaison avec l'autre partie de ce que je voulais vous parler, on fera peut-être d'abord une petite pause de questions, c'est que, par exemple, un Nicolas Hulot, mais d'autres aussi ailleurs sur l'international, qui sont des gens qui sont sur ces thématiques-là depuis un certain temps, ont fait ce constat que le champ politique et le champ économique est trop verrouillé et pris dans du court-termisme qui ne leur permet pas de se projeter dans un avenir plus lointain. Donc, qui peut faire ça? Si ni le politique ni l'économique peut le faire, qui va le faire? Et ainsi a émergé peu à peu, ça ne s'est pas fait tout seul, ça se vérifie, ce n'est pas encore complètement massif, mais ça émerge de plus en plus, cette conviction qu'il y a un acteur qu'on oublie parce qu'on considérait qu'il n'avait rien à dire, qui est l'acteur de toutes les grandes traditions spirituelles du monde. Toutes les sagesses du monde, pas forcément des religions, mais toutes les sagesses, les traditions. Alors c'est parti très souvent des populations indigènes, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, qui étaient les premières populations victimes, on le voit au Bangladesh, mais ailleurs aussi,
ces populations qui vivent dans les forêts, qui vivent dans les mangroves, qui vivent de la mer, qui vivent des paysages, quoi, qui se nourrissent directement de la nature, ben, quand le monde industriel impacte ces milieux-là, forcément, ils sont les premières victimes. Donc ceux qui accompagnaient ces populations ont vu la maltraitance de ces populations. Or, très souvent, ces populations ayant un rapport naturel avec ce monde dans lequel ils vivent, avaient un lien très intuitif avec la nature, très spirituel, diraient certains, très fusionnel, ou vous appelez ça comme vous voulez, il ne faut pas idéaliser, hein, c'est pas Avatar non plus, hein, on n'est pas dans ce monde-là. Mais en tout cas, il y avait un rapport évident que, en tant qu'être humain, si je maltraite la terre qui me nourrit, ben, au bout du compte, je me maltraite moi-même. Un chef indien qui dit tout ce que je jette dans le sol finit dans mon sang. Ben, réfléchissez un peu, maintenant on le sait. Il a fallu du temps pour qu'on prenne conscience. Prenne conscience que les paysans qui nous ont développé une agriculture intensive, et heureusement, ils nous ont aidés à mieux vivre, mais sont aussi les premières victimes des produits qu'on leur a demandé d'utiliser. On commence à peine à le voir, on ne veut pas encore trop le voir, parce qu'on n'y croit pas trop encore. Mais ce qu'ils ont mis dans le sol parce qu'ils pensaient que c'était bien, c'est en train de se retourner contre eux. Ils vont être les premières victimes de ça, malheureusement. Voilà, et donc, on voit ce mouvement qui émerge, de gens qui disent, eh bien, il y a le politique, il y a l'économique, il faut maintenant que les grandes traditions spirituelles s'expriment au nom de leur foi, au nom de leur sagesse, au nom de leur conception de l'humain et de la terre, pour dire aux politiques et à l'économique, votre fonction, c'est pas de faire des affaires, votre fonction, c'est de vous mettre au service de la vie de ce monde. Et nous, tradition spirituelle, tradition de sagesse, on vous rappelle que ce monde, il nous a été donné, alors vous dites par un dieu ou par ce que vous voulez, par le hasard ou peu importe, n'empêche que ce monde, c'est pas nous qui l'avons créé, il nous a été donné, et donc nous sommes responsables pour continuer à le donner aux générations derrière. Donc ça va être très intéressant à voir si cet appel de plus en plus important va se manifester. Au mois de juillet, il va y avoir à Paris un sommet des consciences qui a été organisé quand même par le gouvernement français laïque, pour ne pas dire laïcard, qui est le nôtre aujourd'hui. Et bien ce gouvernement-là a bien compris que s'il veut se passer quelque chose à Paris, il faut qu'on donne la voix, la parole, à des représentants des grandes traditions philosophiques, spirituelles, de sagesse, qui disent « nous sommes responsables d'aider nos communautés à garder un rapport humain et respectueux avec la Terre. Donc nous vous interpellons pour que vous, les économistes, les politiques, qui êtes des êtres humains, qui avez des enfants, qui avez une famille, qui avez des communautés sous vos responsabilités, vous ne soyez pas que dans une visée court-termiste, mais que vous ayez du courage pour décider quelque chose d'important pour l'avenir de nos communautés. Voilà ce qui va être en jeu autour de cette COP21. Peut-être que certains veulent rajouter des éléments, parce que je ne suis pas rentré trop dans le technique, mais peut-être une question. Ça va ? Ça va, c'est pas trop compliqué. Donc COP21, round de négociation pendant 15 jours, où ils vont travailler sur le texte qu'ils ont reçu depuis 2 ans, et ils vont essayer à partir de là d'arriver à un accord contraignant en disant tous nos pays, un par un, c'est ce qu'ils sont en train de faire, là, si vous regardez les informations, les pays sont en train d'annoncer les uns après les autres, quand on va arriver à Paris pour la négociation, ben moi la Nouvelle-Zélande, moi l'Australie, moi le Congo, etc., on a regardé, ben nous on est prêt à réduire notre production de CO2 de 10%, de 30%, de 25% ou de 60%. Évidemment, plus les chiffres vont être importants, plus d'autres pays disent « Ah bah si lui il réduit de 60, ah bah alors nous aussi ». Mais si tout le monde arrive avec un minima en disant « Bon, nous on va réduire de 15%, c'est déjà beaucoup, hein », je dis bah, « Si lui c'est 15, je vois pas pourquoi moi je donnerais 30 ». Ouais. On en est là, hein. C'est vraiment du marchandage de bout de ficelle, quoi. Mais donc il y a des signes assez intéressants, c'est que à la fois c'est lent, on est déjà en retard sur l'annonce de ces chiffres, voilà. Ça c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est encore sur le frein à main, quoi. On est encore oui, bon on va voir. Si on arrive à Paris et que les pays ne se sont pas assez exprimés sur ce qu'ils veulent faire,
ça risque de bloquer tout, quoi. On va perdre 10 jours à essayer de négocier des trucs qui auraient dû être négociés 1 an auparavant. Et ça va tout bloquer. Par contre, s'il y a des pays qui arrivent avec des annonces importantes, ça peut débloquer les choses. Et l'annonce qui a été faite l'année dernière d'un accord entre les États-Unis et la Chine, qui sont les deux plus grands producteurs mondiaux de gaz à effet de serre, disant chacun de notre côté, on a compris qu'on a une responsabilité particulière, on va s'y mettre. Voilà, alors après sur les chiffres, c'est un peu compliqué, hein, parce que Obama aux États-Unis, il a un parlement qui ne suit pas du tout. Hein. Lui, il peut dire je veux réduire de 30%, mais tous les républicains, eux, ils ne veulent pas en entendre parler. Donc c'est aussi la négociation en interne. Hein. Si votre gouvernement ou vos députés ne suivent pas, vous pouvez annoncer tout ce que vous voulez. Hein. Donc c'est ça qui est compliqué. Mais en tout cas, les États-Unis et la Chine ont dit ensemble, on a compris qu'on a un leadership là-dessus, en tout cas moral, et il faut qu'on arrive à Paris avec des annonces assez fortes. L'Inde, la 3e puissance mondiale, elle est plutôt oui, ça ne nous concerne pas trop. Nous, on est juste en phase de développement, donc on sait qu'on doit polluer, mais c'est comme ça. Vous l'avez fait, donc on le fait aussi. Et voilà, sauf que eux, ils sont 900 millions, et s'ils se développent aussi vite que nous en 30 ans, alors là, on expose tous les compteurs, quoi. Donc c'est compliqué, hein, on va voir. Le meilleur peut arriver, malheureusement le pire aussi. Donc ça sera intéressant à voir. Le projecteur fonctionne. Oui, merci. Merci beaucoup. Ouais, je peux poser la question directement. Tu parlais des systèmes à map. Tu es parisien du coup? Oui. Et ça n'a pas été trop dur pour toi de trouver une AMAP sur Paris ou... Ben, c'est compliqué, hein. Il n'y en a pas assez à Paris. Hein. Ouais. Il y a des listes d'attente très longues de gens qui aimeraient participer. La difficulté, moi je suis religieux, hein. Je suis dans une congrégation religieuse, je suis assomptionniste. Le problème c'est que si je dis à mes frères, tiens, on pourrait prendre des légumes bio, etc., aujourd'hui, personne n'a envie. Ça fait 10 ans que j'en casse les pieds en disant, hey, il y a l'écologie, il y a un problème. Oui, bon, bien sûr, d'accord. Donc je suis l'écolo de service. Tout le monde est content, et maintenant avec l'encyclique, ils sont contents, il y a un assomptionniste qui parle d'écologie, très bien. Mais changer en interne nos modes de vie, réduire notre consommation de viande, ou arrêter de faire des courses chez Métro parce que c'est moins cher, ça c'est pas encore intégré, quoi. Pas par méchanceté ou par obstruction, c'est juste qu'on est dans une espèce d'habitude, d'inertie de l'habitude. Et en plus, qu'on justifie, alors dans nos congrégations, mais c'est vrai aussi ailleurs, dans nos familles, etc., par de très bons arguments, c'est moins cher. C'est juste le fond de la question, c'était, parce que j'imaginais bien que tu as eu des difficultés, je remercie d'autant plus le pape François d'avoir réussi à sortir un tel document, parce que je pense que c'est hallucinant les écueils qu'il a dû avoir pour sortir un document pareil. Et quand Pierre Rabhi nous parle d'éveil des consciences à titre individuel, etc., on est carrément dans ces choses-là, parce que toi, tu es éveillé à ce progrès qu'il faut qu'on mette en place. Des gens qui te côtoient, qui ont une spiritualité bien plus élevée que la mienne, etc., qui devraient être en conscience quand même. Ben déjà, on n'y arrive pas. Donc, c'est vraiment génial qu'il y ait eu cette réponse-là. Le texte, si vous l'avez vu, est très impressionnant. Hein, donc ça me permet, si vous êtes d'accord, on va essayer de rentrer dans ce texte rapidement, juste de voir un peu les enjeux. Merci. Ce qui se passe là, c'est ceux d'entre vous qui êtes chrétiens ou catholiques, vous êtes en train d'assister en direct à l'émergence d'un nouveau chapitre de la doctrine sociale de l'Église. Dites ça à vos communautés, à vos paroisses, à vos lieux de vie, parce que les gens n'ont pas encore compris, ils pensent que oui, le pape il a parlé, c'est bien, mais moi je ne suis pas écolo, donc ça ne me concerne pas. Alors c'est une encyclique, donc une encyclique c'est une parole d'autorité, donc ça engage tout le monde. En plus il dit cette encyclique elle ne s'adresse pas d'abord aux cathos de service, ceux qui vont à la messe, elle s'adresse à tout le monde. C'est un message qu'il envoie au monde en disant moi, comme pape, j'ai compris qu'il y a un problème, je le valide quelque part, d'une certaine manière, et je nous invite à un message collectif pour dire est-ce qu'on va être assez sage pour réagir ensemble face à ce problème. Il fait directement référence dans son texte
un autre texte que Jean XXIII avait écrit en 63, Pacem in Terris, qui était l'autre grand encyclique qui était écrite au moment de la guerre froide, où on était dans les années 60, là, vraiment, on avait très peur, quoi, hein, la crise de Cuba et tout ça, où on n'est pas passé loin de la catastrophe quand même. Il ne faut jamais oublier que ce n'était pas une idée en l'air. Hein. Quand vous aviez l'URSS et les États-Unis qui n'attendaient qu'une chose, c'était de se taper sur la gueule, c'est pas passé loin. Hein. Le coup n'est pas passé loin. À Cuba, on sait qu'à quelques heures près, on était en train de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et donc il y avait une peur collective très forte, qui a duré pendant 30 ans presque. Et donc le pape Jean XXIII écrit un texte en disant « Le sang de notre histoire humaine, c'est pas la guerre, c'est la paix. L'objectif qui fait que nous avons envie de vivre sur cette terre, c'est la paix. C'est pas de laisser les vendeurs d'armes nous dire ce qu'on a à faire. » Donc ça a été, pour beaucoup de gens, peut-être parmi vous, un texte qui les a mis en route, en disant être artisan de paix, c'est pas une option, c'est obligatoire. Alors après, on fait chacun ce qu'on peut avec nos vies à nous. Et bien là, il y a 40 ans après, un autre texte qui dit, ben voilà, la question aujourd'hui, c'est plus la guerre froide, elle n'existe plus, il y a toujours un problème avec les armes atomiques, parce qu'on l'a oublié, mais elles sont toujours là, hein, moins nombreuses, mais elles sont toujours là. Il y a un autre problème massif qui émerge, ce sont ces crises contemporaines, et le signe le plus frappant de ces crises contemporaines, c'est la crise écologique. La crise financière, on l'avait vu à peu près, la crise alimentaire, on la connaît, elle a plusieurs fonctions. Mais la crise écologique, ça c'est nouveau. Depuis 40 ans, depuis les années 70, de plus en plus de gens nous disent « Réveillons-nous, nous sommes dans un mouvement paradoxal, nos sociétés occidentales ont gagné en niveau de vie quelque chose d'incroyable qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Regardez comment nos grands-parents vivaient après-guerre et comment nous vivons aujourd'hui. En 2-3 générations. Mais c'est le jour et la nuit, quoi. C'est à une vitesse, mais c'est une crise de croissance. Vous savez, comme les adolescents qui passent de 1m50 à 2m18 en 6 mois. C'est ce qu'on a fait, quoi, collectivement. Ben, au bout d'un moment, vous avez mal aux os, aux articulations, etc. Hein, il va falloir un peu muscler tout ça pour pouvoir vivre. Et ben, on est dans cette phase-là. C'est qu'effectivement, on a gagné un niveau de vie incroyable, mais à quel prix? Et on est en train de voir le prix. C'est-à-dire que, ben, effectivement, on a tapé dans la caisse de pays qui, eux, sont restés pauvres. On a pillé leurs ressources, on a installé nos multinationales. On est parti par la colonisation, par la grande porte, et puis on est revenu par la fenêtre. Et on a réinstallé nos mines, nos machins, et on continue à faire des affaires. Et on entretient une certaine part de corruption dans ces pays-là, parce que comme ça, on peut faire les affaires sans trop se poser de questions. Voilà. Et donc on paye le prix aujourd'hui. Et puis on paye le prix de la pollution, parce que la pollution ne s'arrête pas aux frontières. Il y a juste le nuage de Tchernobyl qui s'arrête, parce que lui il est poli, mais les autres ne s'arrêtent pas. Et donc tout ce qu'on met dans le sol, ça finit dans notre sang. Et on commence à prendre conscience de ça. Dans les années 70, c'était quelques hippies dans l'Ardèche, dans le Larzac. Ils disaient oui, oh, ils n'ont rien compris, c'est des gauchistes marxistes qui rêvent au collectivisme soviétique, etc. On va les laisser, c'est pas grave. Bon, bah c'est vrai, ils se sont un peu égarés dans leur truc. Certains ont resté, ont tenu bon, ont montré qu'ils n'étaient pas que des illuminés, mais des gens qui étaient des précurseurs. Et un Pierre Rabhi, c'est ça. C'est un type qui a montré que c'est pas que de la parole ce que je vous fais. Je suis en train de préparer des modèles qui vont répondre à la crise, quoi. Puis le champ écologique a émergé dans le champ politique français. Et vous savez un peu toute la difficulté de notre pauvre écologie politique française, une espèce de nébuleuse de gens qui sont des écologistes, mais qui en interne ne s'entendent pas toujours très bien entre eux. Et vous avez vu dans quel état est l'écologie politique française aujourd'hui. Faire 4-5% aux élections, alors que c'est une question massive. Ils n'arrivent pas à porter politiquement cette question. Et Nicolas Hulot le dit, quand il s'est présenté aux élections primaires dans le parti, il s'est pris des claques énormes, hein, parce que, voilà. Il dit, en fait, l'erreur, ça a été une erreur, pour moi, j'aurais jamais dû faire ça. L'erreur, c'est que la question écologique, c'est pas une question politique. Enfin, c'est pas la question d'un parti politique. C'est la question de tout le monde. Voilà. C'est pas une question de gauche ou de droite. Puis c'est vrai, de toute manière. Historiquement, on sait que l'écologie, elle a émergé partout. Il y a eu l'écologie dans l'ultra-gauche, anarchiste, machin. Il y a aussi l'écologie dans l'ultra-droite. Les nazis ont voté les premières lois de protection de l'environnement dans les années 30. Parce qu'il fallait que les Bavarois soient en Bavière avec leur paysage à eux, quoi. Donc vous pouvez faire de l'écologie aussi quelque chose de complètement fascisant, si vous voulez.
Mais c'est pas parce qu'il y a des extrémistes dans l'écologie qu'il n'y a rien à entendre dans l'écologie. C'est comme dans l'église. Hein. C'est pas parce qu'il y a des extrémistes dans nos églises qu'il ne faut pas aller à la messe le dimanche. Sinon, il y aura plus grand monde. Hein. Donc, ne nous intéressons pas trop aux farfelus, intéressons-nous à ceux qui ont pris conscience, qui se mettent au travail, qui sont cohérents, qui tiennent bon dans la durée, et qui ont fait émerger dans notre société le développement durable. Dans les années 80, fin des années 80, 87, le rapport Brundtland, où on commence à parler de développement durable. Tout le monde dit qu'est-ce que c'est que cette histoire, encore un truc d'utopiste suédois là, qui essaye de nous faire vendre des trucs. Vous avez vu, en 10 ans, tout le monde s'est mis à parler de développement durable. Alors c'est très ambigu, parce que maintenant on fait du développement durable avec tout et n'importe quoi. Ça, on l'a digéré, quoi. C'est plus devenu très problématique. Total fait du développement durable, Areva fait du développement durable, tout le monde, quoi. Dans votre rapport financier de fin d'année, vous mettez 3 chapitres, on a mis des chèvres sur les pelouses des centrales nucléaires, vous voyez, on fait du développement durable, quoi. Bon, développement durable, voilà, greenwashing, tous ces mouvements-là. Mais ça s'est pas arrêté là, et effectivement, l'économie a essayé de digérer le développement durable, mais le mouvement se poursuit. Et maintenant, on voit arriver de nouvelles thématiques, et la thématique qui est en train d'émerger, et ça vous allez voir à Paris, à la COP 21, c'est qu'on n'est plus simplement en train de dire il faut qu'on fasse du développement durable. Maintenant, il faut qu'on lutte, ça a été dit tout à l'heure, pour les questions de justice climatique. On a compris, ce qui a été raconté pour le Bangladesh, c'est que nous, on peut encore continuer pendant 30, 40, 50 ans. On a les moyens financiers, économiques pour résister globalement à l'impact du changement climatique. On va s'arranger. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, qui sont en première ligne, qui sont très nombreux, qui sont pauvres, ben eux vont s'en prendre plein les dents, et on le voit déjà. Et donc, c'est pas simplement une question de comment je vais réussir à passer entre les gouttes pour pas trop souffrir du changement climatique. La question, c'est dans 30 ans. La question, c'est aujourd'hui, est-ce que j'accepte que 160 millions de personnes au Bangladesh soient menacées par l'élévation du niveau des eaux, qui, lui, est directement, ou en tout cas assez directement lié à notre manière de consommer et de produire des gaz à effet de serre. Donc, est-ce que ça me concerne, ça? Est-ce que individuellement, quand je me couche le soir, quand je me lève le matin, c'est une question pour moi? Est-ce que j'emmène ça avec moi dans les années qui me restent à vivre sur mon chemin personnel? Ou est-ce que je mets ça tout au fond de ma tête, on dit oui, bah, on ne peut pas tout résoudre, hein. Je vais déjà m'occuper de mes vacances en juillet et août, et puis on verra après. Voilà, et donc arrive cette question de la justice, qui est très très intéressante. C'est qu'on parle plus simplement d'une espèce de question d'experts. Est-ce que ça chauffe ou pas, plus ou moins? Est-ce qu'il y a un hiatus climatique? Est-ce que les ours polaires vont disparaître ou pas? Ça a été tout un temps parce que ça, symboliquement, ça a réveillé des choses. Maintenant, on parle aussi de l'impact social et humain de ces crises-là. Alors, on peut considérer comme en 2008, quand il y a eu la crise bancaire, que ah ouais, c'est grave. Et puis, dès qu'on a commencé à rembourser les banques, on dit bon, bah voilà, c'est fini, maintenant on reprend les affaires comme d'habitude. C'est ce qui est en train de se faire. Et on va attendre la prochaine crise, parce qu'elle va arriver, hein, ne vous rassurez pas. Ce qu'on a vu en 2008, c'est des systèmes qui se sont pervertis par la corruption et par l'argent qui circule pour lui-même. On ne l'a pas arrêté, ce mouvement-là. On a bouché les trous, mais quand vous lisez un peu les avis des experts, tous les grands experts financiers aujourd'hui disent la prochaine crise qui arrivera, on n'aura plus l'argent pour boucher les trous. Là, on l'avait encore. On a mis quelques contre-feux là pour un peu éviter que ça s'emballe trop vite. Mais la prochaine fois que ça s'emballe comme ça, on ne pourra plus sauver les banques. On ne pourra plus sauver les grandes multinationales qui ont corrompu le système. Et donc, on va voir des effondrements très sévères. Donc c'est ça l'enjeu aussi. C'est est-ce qu'on est conscient qu'on n'est pas juste dans un monde de bisounours où oui, on s'en sortira toujours. Les crises, c'est toujours pour les autres, mais pas pour nous. Donc il y a cet enjeu-là. Alors, pour terminer, pour ne pas faire trop long, cette encyclique du pape François qui arrive, donc, a accompagné ce mouvement-là. Je voulais vous montrer des images, mais on va le faire comme ça à l'oral, ça sera plus simple. Bon, le temps d'installer, on va perdre 5 minutes, on va le faire. Si à la fin, si certains veulent les voir, je vous les montrerai. On ne va pas prendre le temps de tout le monde. On voit comment du côté catholique, hein, mais dans les grandes églises, ça s'est fait de manière assez parallèle. On voit l'émergence, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, maintenant François. On voit dans leur discours l'émergence
de la prise de conscience écologique. Paul VI, en 1970, fait un discours, 71 je crois, fait un discours devant la FAO, donc le grand organisme qui lutte contre la faim dans le monde, l'organisme de l'ONU. Et il dit un discours très impressionnant. Il dit déjà nous voyons la mer se polluer, l'air se vicier, les forêts se détruire, etc. Si nous ne réagissons pas ensemble, nous risquons collectivement, et l'expression est dans le texte, une mort biologique planétaire. Si nous ne réagissons pas collectivement, nous risquons une mort biologique planétaire. 1971. 40 ans ont passé. Hein. On n'a pas encore beaucoup réagi collectivement par rapport à ces questions. Il y a eu des choses, il ne faut pas dire que rien ne s'est fait, mais 71. Arrive le pape Jean-Paul II, 78, 79. En 79, ça doit être son deuxième voyage, je pense. Il va à Assise, visiter, il aime bien les franciscains, il va à Assise, et il nomme François d'Assise, patron céleste des écologistes. Vous le saviez, vous? Moi, chaque fois que je demande à une paroisse, vous savez que Saint François d'Assise, c'est le patron céleste des écologistes? On ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas digéré. On l'a entendu une fois, on dit oui, alors, ça change quoi? Et puis vous voyez que dans les grands textes de Jean-Paul II pendant 25 ans, partout où il passe, en Amérique du Sud, dans le Sahel, en Australie, toutes les homélies, il nomme les problèmes. Déforestation de l'Amérique du Sud, désertification dans le Sahel, maltraitance des populations aborigènes en Australie, etc. Arrive Benoît XVI, qui est un universitaire, qui est plutôt un homme de la pensée, et lui synthétise ça dans son encyclique à lui, la Caritas in Veritate, et il dit « Si nous voulons parler du travail, de la globalisation économique, du développement économique, nous devons maintenant aussi parler de notre rapport à la Terre. Parce que chaque fois que je maltraite la Terre, je maltraite l'humanité, et inversement. Chaque fois que je maltraite l'humanité, je maltraite la Terre. » Et donc arrive le pape François, qui lui maintenant met les pieds dans le plat, il dit ben voilà, tout est en place, et maintenant il faut agir. On a beaucoup cogité, on a beaucoup pensé, on a posé les choses doctrinalement, on a mis tout ça dans le beau document, maintenant il faut qu'on agisse. Et on en est là. Et donc cette encyclique, c'est le fruit de tout ça. En 3 minutes, qu'est-ce qu'elle dit cette encyclique? D'abord, elle fait référence à François d'Assise, là où date aussi le titre. C'est explicitement le début du cantique des créatures de François d'Assise. Donc il assume, il dit si nous voulons avancer, il faut faire comme François d'Assise. Et François d'Assise n'était pas un romantique, disant oh là là, c'est beau les oiseaux, tout ça. C'est quelqu'un qui avait compris, lui, le fils de marchand, le fils de commerçant, qui avait vécu une forme de globalisation marchande, qui a vu son père faire des affaires en Bourgogne et tout ça. Il a rejeté ce système en disant mais ce système nous déshumanise. Et donc quand il prend soin des plus pauvres, il dit mais c'est par là qu'on va sauver le monde. C'est quand dans nos systèmes on écoute les plus pauvres, quand on prend soin d'eux, alors tout le reste devient juste. L'équilibre il passe par là. Le bon fonctionnement de nos systèmes, il passe à partir du moment où on prend soin des plus fragiles du système. Alors tout le reste se met en place aussi. Mais si on fait l'inverse, si on prend d'abord soin des plus riches, ce qui malheureusement a été un peu ce qui se passe aujourd'hui, eh ben on est de plus en plus dans la violence, des tensions, des écarts qui se creusent. Les plus pauvres sont de plus en plus pauvres, les riches de plus en plus riches, et on tire dans tous les sens, et vraiment ça explose. Il ne faut pas s'étonner. Donc, prendre François d'Assise comme initiateur de la réflexion écologique de nos communautés chrétiennes, c'est dire ça, repartons des lieux de la fragilité pour remettre de la justice dans le système. Et les lieux de la fragilité, c'est les plus pauvres, justice climatique, les populations qui les premières subissent la violence, les chômeurs, les immigrés, les populations maltraitées, les familles en difficulté, etc. On peut en nommer tous, des lieux de pauvreté sociale, ils sont de différents ordres. Et donc, si on est chrétien et qu'on a envie d'agir, eh ben, il faut accepter de prendre soin de ces terres-là. Et puis, aussi, et en même temps, en tant que chrétien, on prenne soin de la maison où ces plus pauvres habitent. Et c'est pour ça que le sous-titre de l'encyclique, c'est, je ne sais plus quoi, garder notre maison commune. Cette expression de maison commune, qui est très habile, parce que le mot écologie, si vous l'avez oublié, la racine oikos, c'est la maison, habiter ensemble. Oikologos, c'est le discours, la science qui nous permet d'habiter ensemble. Oikonomos, l'économie,
c'est les lois qui nous permettent d'habiter ensemble. Et donc le pape reprend ce mot-là, oikos, en disant nous devons réapprendre à habiter ensemble. Et pas simplement nous construire des villas avec notre petit bonheur et tant pis pour le reste du monde. Ça marche plus. Alors, c'est pas un discours idéaliste, on va pas sauver, résoudre tout ça d'un coup. Le pape dit juste, bah, si on veut travailler à la vitalité du monde, c'est ça le moteur essentiel. Alors tout le monde ne suivra pas, mais je propose aux communautés catholiques et à ceux qui veulent qu'on se remette tous au travail pour alimenter ce moteur-là, et non pas le moteur qu'on voit dans nos journaux, Closer, Gala, etc., où on nous montre la vie des super riches et qui nous fascine en disant « Oh là là, ce serait bien si j'avais un yacht comme eux. » Maintenant qu'on est fasciné par ça, eh ben on est dans ce monde hyper violent qui détruit de plus en plus à la fois les plus pauvres et aussi les conditions de vie de notre planète. Il faut bien voir l'écart, si vous regardez les chiffres, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres, c'est sur ces 10 dernières années, mais c'est creusé, mais comme jamais. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, je crois, je n'ai pas les chiffres, mais il y a une centaine de personnes dans le monde, multimilliardaires, qui ont, je ne sais plus le pourcentage, je crois, 30 ou 40% des biens de la planète, en volume financier. Si ça ne vous choque pas, ça, c'est cette espèce d'hérésie collective. Au contraire, ça peut être super simple, du coup, d'aller contacter ces quelques personnes-là et puis leur... On peut le prendre comme ça aussi. Effectivement, ça serait bien. Effectivement. Si cette centaine-là redistribuée, mais regardez ce que fait par exemple un Bill Gates ou des gens comme ça, des super riches, ou qui ont tellement d'argent qu'ils ne savent plus quoi en faire. Ils n'ont pas trop envie de le donner aux impôts parce qu'ils n'aiment pas les gouvernements en plus, parce qu'ils trouvent toujours que les gouvernements c'est n'importe quoi. Et donc ils se mettent en position de super donateurs et ils redistribuent allègrement leur argent en disant « Ah oui, mais regardez, je vais sauver la situation alors du sida, du machin, juste grâce à mon argent, parce que les pays, ils ne peuvent pas faire ça. Heureusement que nous, les super riches, on est là. » Donc, en apparence, on leur dit « Oh, Bill Gates, merveilleux, merci de nous avoir donné tout cet argent. » Sauf qu'ils nous ont pillés pour faire ça. Et ils sont en train de détruire le champ démocratique en faisant ça. Ils ne donnent que l'intérêt de leur capital. Et ils donnent de toute façon que la partie dont ils n'ont pas besoin. Ça ne change rien à leur niveau de vie, hein. Ils ne se mettent pas en difficulté en faisant ça. Mais ils sont en train de griller les ressorts démocratiques de nos gouvernements qui sont, du coup, on leur dit, bah, regardez, le gouvernement burundais, il n'est même pas capable de s'occuper de ses pauvres. Heureusement qu'il y a Bill Gates qui vient s'occuper d'eux. C'est un fantasme vraiment très dangereux. Et donc, dans le document de l'encyclique du pape François, il y a 6 chapitres, qui est une espèce de tension, un travail pédagogique plutôt habile. Le premier chapitre, c'est un constat, moi qui m'impressionne beaucoup parce que je l'avais entendu en vidéo dans un retour de voyage où il répondait à des journalistes qui lui demandaient « Est-ce que vous allez parler du changement climatique ?» Il dit « Écoutez, ces questions scientifiques, vous comprenez bien, l'encyclique c'est d'abord un document doctrinal, on ne peut pas trop parler des questions scientifiques, on va mettre ça en note de bas de page. Puis on parlera de la foi, tout ça. » Quand vous regardez le document, c'est pas du tout ça. Hein. Le premier chapitre, c'est regardez ce qui se passe. Quoi. Pollution, acidification des mers, réchauffement climatique, un certain nombre de pratiques dangereuses, réalité sociale qui explose, voilà. Il se passe aussi des choses positives là-dedans, des gens qui commencent à agir, mais pour le moment, c'est un mouvement très minoritaire. Chapitre 1, boum. Chapitre 2, bon, avec ça, je suis quand même obligé de vous dire, bon, je suis désolé, j'écris cette lettre à tout le monde, mais bon, je suis comme le pape, et bah, voilà, donc je suis quand même obligé de vous dire, bah, moi je fais ça parce que je crois en l'évangile. Évangile de la création. Donc voilà, je vous dis juste que moi je crois, après vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est moi qui écris la lettre, donc je le dis. Et alors il fait une espèce de... Il revisite en quelques mots ce que la Bible nous confie comme trésor et qu'on a oublié. Parce qu'on est plutôt resté fasciné par d'autres trucs dans la Bible, mais ça on l'a un peu oublié. Que quand Jésus nous dit « Regardez les lys des champs et les oiseaux du ciel », et votre Père qui est dans les cieux vous habillera bien plus et vous nourrira bien plus que ces créatures innocentes, eh bien, on peut dire, ah, c'est beau, Jésus. On peut aussi dire, mais si Dieu lui-même, hein, pour les chrétiens, Jésus, regarde les oiseaux et les lys en les admirant, pourquoi nous, on ne le fait pas? Pourquoi on considère que, oui, oh, bah, écoutez, s'il n'y a plus d'orang-outans sur la planète, c'est quand même pas bien grave, quoi. On peut vivre sans orang-outans. S'il n'y a plus de truites dans le Rhin, c'est pas grave. S'il n'y a plus de saumon dans la Loire, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais à un moment donné, on va s'arrêter quand pour dire « Ah oui, là, ça commence à devenir grave. » C'est qu'à force de dire « c'est pas grave », on laisse les choses s'installer.
Et on admet que nos enfants, nos petits-enfants, ne verront pas de saumon dans la Loire, ne verront pas de choses que nous, on a connues encore, à peu près. Et on dit, c'est pas grave. Et ben, Pape François a dit dans l'encyclique, quand nous laissons disparaître des espèces animales ou végétales, en gros, c'est pas l'expression, mais c'est presque ça, c'est un péché. Nous empêchons les générations futures de recevoir ce que nous avons reçu gratuitement. Donc, nous sommes violents par rapport aux générations futures. Voilà, ça, on ne l'a pas beaucoup dit dans nos chairs. Moi, je ne me souviens pas d'avoir fait beaucoup d'homélies là-dessus. Il va falloir que je m'y mette, quoi. Il va falloir que dans nos paroisses, dans nos réseaux, et dans nos communautés, dans nos municipalités, on commence à se dire, avoir des champs où il n'y a plus d'oiseaux, des villes où il n'y a plus de vie naturelle, on ne prépare pas nos générations futures. Chapitre 2. Et puis chapitre 3, il entre dans le gras et parle de l'écologie intégrale, qui est l'expression du pape... non, d'abord, 3e chapitre, pardon. Les racines humaines de la crise écologique. Chapitre 3. Ça, c'est très habile, parce que si vous avez un peu suivi cette histoire, en 1967, il y a un historien protestant méthodiste qui écrit un article dans Science, donc la grande revue de sciences américaine, dans les années 67, donc vous voyez, 68, le grand chambardement contestataire aux États-Unis. Et donc les hippies, les écologistes, les pacifistes qui commencent à foutre le bordel de la guerre du Vietnam et tout ça. Donc il y a une crise sociale très grave. Et lui écrit un article de synthèse en réfléchissant, en disant « Mais peut-être que la crise écologique qu'on voit là, en train d'émerger, peut-être qu'une des racines de cette crise, c'est la foi chrétienne elle-même. » Il dit « Au Moyen-Âge, le christianisme du Moyen-Âge a accepté, de manière consciente ou inconsciente, que Dieu, on le remette dans le ciel, on en fait une espèce de puissance lointaine, comme ça, assis sur un grand fauteuil, mais occupe-toi des anges, voilà. Puis nous, on est sur Terre, nous, on va s'occuper de la Terre. Et on va travailler, on va produire, exploiter, etc. Et c'est notre problème, quoi. C'est pas le tien. Et on a accepté cette espèce de division du travail entre la spiritualité, que c'est un truc lointain pour des gens un peu bizarres, et le réel, l'agriculture, l'industrie, la productivité, ça c'est la Terre, c'est l'être humain. Et cette dissension a fait que l'humanité s'est durcie de plus en plus dans cette perspective que je peux faire ce que je veux, la Terre, c'est à moi. Et on a perdu la dimension spirituelle de la Terre. Et donc, si vous devenez des exploiteurs, si vous êtes plus paysans mais exploitants agricoles, c'est tout à fait le même travail, quoi. Vous exploitez. Alors, heureusement, c'est pas toujours dans le sens le plus dur, hein, comme nos paysans sont des gens responsables aussi. Mais si vous ne faites pas attention, si vous vous laissez bouffer par le système, et si on vous met la pression, vous devenez des exploiteurs dans le sens de plus en plus dur, quoi. Et vous le justifiez parce que vous avez des logiques économiques derrière. Eh bien, le pape François répond à cette critique, parce que historiquement, elle n'est pas tout à fait juste, c'est pas aussi simple, mais enfin, elle pointait quand même un problème. Parce qu'une fois que cet homme avait dit ça, la Lynn White, en disant, mais peut-être que le problème, c'est le christianisme, tous les mouvements écologistes ont dit, ah ben oui, ben voilà, c'est ça. Le capitalisme américain qu'on dénonce comme une espèce de truc consumériste qui fout la planète en l'air, il est né de ce christianisme-là. Ce qui n'est pas tout à fait juste, mais en partie quand même. Pas tout à fait faux non plus. Voilà. Et donc, nous rejetons le capitalisme, et donc aussi le judéo-christianisme qui a engendré ce capitalisme-là. Et c'est pour ça que très souvent dans les milieux écolos, on a une espèce d'aversion par rapport au christianisme en disant mais dégagez quoi, ce bordel c'est à cause de vous. C'est un peu rapide, mais il y a ça dans les têtes quoi. Et donc le pape François répond à cette critique qui traîne depuis très longtemps, hein, qu'on retrouve très souvent dans les livres, en disant ok, il faut que nous les chrétiens on regarde ça en face parce que on s'est laissé faire. Hein. Et on a aussi, effectivement, laissé induire des choses. Mais le vrai fond du problème, à mon avis, c'est pas ça. Et donc, il propose une autre analyse, ou une analyse plus profonde, je ne sais pas bien comment dire. Il dit, le problème, c'est que nous avons développé des outils de plus en plus puissants, et ça, c'est le génie humain, et il ne faut pas cracher dans la soupe, heureusement. Heureusement qu'on a développé l'agriculture après-guerre, heureusement qu'on a développé les énergies, heureusement qu'on a des nouveaux moyens pour se guérir, pour se soigner, etc. Heureusement qu'on utilise notre intelligence. C'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que, pour des raisons étonnantes, mais ces outils sont devenus tellement extraordinaires, on pourrait dire tellement puissants, notre morale, notre sens moral, notre sens éthique, lui, il n'a pas suivi, quoi. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec une science surpuissante qui est capable de transformer la génétique de l'être humain
Et on commence à rêver un être humain surdimensionné, on va lui injecter des gènes pour avoir plus de muscles, plus de cerveau, et plus de machin. Et techniquement, ça va être possible. Dans les 10 ans, 20 ans qui viennent, on va pouvoir le faire. Et puis on se retrouve avec une économie, donc une technologie devenue surpuissante, et nous, on ne sait plus très bien comment la réguler. Et d'un autre côté, une économie libérale, néolibérale, qui, elle, s'est emballée de plus en plus avec l'effondrement du communisme. Il n'y avait plus personne pour lui tenir tête. C'est Jean-Claude Guibault qui dit ça. L'économie libérale, c'est comme un boxeur qui n'a plus d'adversaire. Alors du coup, il tape partout où il peut, quoi. Et c'est un peu ça qu'on voit. C'est-à-dire que cette économie néolibérale, c'est pas le capitalisme le problème, c'est ce capitalisme débridé. Le capitalisme de Reagan et de Thatcher, en gros, quoi. Qui ont lancé cette idée que moins il y a de gouvernement, plus il y aura de la liberté pour agir. Mais moins il y a de gouvernement, plus c'est violent, quoi. Plus vous dérégulez et plus vous mettez les plus pauvres en difficulté, quoi. Vous empêchez ceux qui sont issus du système d'y trouver une place. Cette économie libérale, elle prend de plus en plus de place, c'est elle qui anime le mouvement de la globalisation mondiale, et elle est devenue monstrueuse, quoi. La crise de 2008, c'est un monstre. Quand vous voyez que des banques ont permis à des gens de s'endetter massivement pour acheter leur maison, sachant très bien que, vu la masse de gens qui s'endettent, ils ne pourront pas, payer leurs dettes. Et donc ces banques avaient prévu que la bulle allait exploser et avaient mis en place des outils financiers pour se faire encore plus d'argent au moment où le système s'effondrerait. Si ça, c'est pas monstrueux, je sais pas qu'est-ce que c'est qu'un monstre. Une espèce d'hybride et d'étonnant, quoi. Et donc le pape propose cette critique-là en disant: nous sommes dans un monde avec un nouveau paradigme, c'est l'expression qu'il utilise, un paradigme, c'est un modèle, on pourrait dire. Et ce modèle, c'est un modèle technologico-économique, où à la fois la science est devenue surpuissante et l'économie est devenue complètement dérégulée. Et nous, collectivement, on est dans ce monde-là. On y a trouvé notre compte parce que ça nous a permis d'améliorer notre niveau de vie. Mais maintenant, on se rend compte que plus on avance, plus ces effets pervers de ce système-là s'accumulent. Et on les voit, et on ne sait plus quoi faire. Et on est tétanisé devant le truc, et on dit: ouais, mais c'est comme ça. On ne va pas revenir dans les cavernes, quand même. Il le dit texto dans l'encyclique. Il dit: le problème, c'est pas de revenir dans les cavernes. Le problème, c'est de résister à l'aspect monstrueux de cette dérégulation. Et donc, il invite tous ceux qui le veulent, les chrétiens ou pas chrétiens, à dire: retrouvez en vous des capacités à résister à cette partie monstrueuse. Il ne s'agit pas de tuer les scientifiques ou les économistes. Il s'agit de leur redonner leur place. L'économie, elle est au service de l'humanité, pas au service de l'argent. La science, elle est au service de l'humanité, pas au service des délires de surpuissance, de toute puissance, de quelques millionnaires qui ont envie de ne pas mourir et qui veulent trouver la vie éternelle. Et pas au service de ça. Ça, c'est le 3e chapitre. Et puis, il reste les 3 derniers chapitres, je ne rentre pas dans le détail, mais où il donne des pistes pour agir, dialoguer, retrouver des vrais lieux de dialogue où on s'écoute, on se parle, on se respecte, et on change peu à peu la donne. On réinvente des nouveaux modèles économiques à notre niveau. On fait émerger de la base, il le dit très clairement. Si les politiques ne peuvent plus agir, c'est la base qui doit les faire agir. C'est quand même étonnant, là, par un pape, qui dit si nous ne bougeons pas, il ne se passera rien. Mais si nous, petites communautés, on réinvente des contre-modèles, sur le coup, ça ne changera rien, mais plus on sera à le faire, plus l'ensemble du système va bouger. Il dit votre supermarché ne changera pas, mais si vous êtes 50 à aller dans le supermarché en disant on ne veut plus de poire du Chili, il n'y en aura plus. Parce que le système, il est sensible à ce genre de critique. Mais si on ne le fait pas, ça sera bouffé par le système. Et voilà, et il termine sur le 6e chapitre qui est très beau, qui est une invitation pour tous ceux qui veulent, mais aussi pour les chrétiens, à retrouver vraiment la spiritualité, une foi qui est sensible à la beauté de ce monde, en disant c'est pas une anecdote, c'est pas un détail, en disant oh là là, qu'est-ce que c'est joli, c'est pas un poster le monde, c'est le lieu même de notre vie, quoi. Et donc retrouver cette sensibilité-là au monde, ça nous permet de changer pas que intellectuellement de notre cerveau en disant ah bah oui, un problème, bon peut-être qu'il faudra que je réduise un peu ma douche, etc. C'est changer, c'est convertir, il utilise le mot de conversion écologique, c'est-à-dire je dois changer mon regard sur la réalité pour retrouver la raison même pour laquelle je vis ici-bas. La question que nous avons à faire, et je terminerai avec ça,
moi, ma question, c'est pas tellement ce que nous, qui avons 40, 50, 60 ans, qui avons déjà vécu, qui avons déjà posé des gestes, qui avons déjà validé un certain nombre de choix de notre vie, on peut encore faire des choses, hein, et changer des choses si on le veut. Mais la question, elle est beaucoup plus cruciale quand on a 15 ans ou 20 ans aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on demande à des jeunes qui ont envie, comme nous, de vivre sans porter tout le poids du monde, non seulement d'entrer dans un monde qui change tout le temps, et en plus d'assumer les erreurs de notre passé. On dit oui, alors bon, va falloir que tu sois hyper bon en informatique, hyper bon en machin, hyper bon en finance, hyper bon. Et en plus, il faut que tu sauves la planète. Tiens, on a oublié de te dire, réchauffement climatique, bah ouais, nous on a un peu pas trop réfléchi. Ben tout s'est dérégulé, ben écoute, il faut que tu trouves la solution, quoi. Il ne faut pas s'étonner que les jeunes générations nous disent allez vous faire voir, quoi. Il ne faut pas s'étonner qu'un certain nombre disent moi je préfère le shit au réchauffement climatique. Hein. Moi, c'est pas mon problème, c'est vous qui avez foutu ça. Donc comment on peut aider des jeunes générations à avancer? C'est ce qui se passe ici en ce moment. C'est-à-dire montrer qu'on peut agir. Mais si nous, les générations aînées, on est devenus cyniques et défaitistes, on dit ouais mais c'est comme ça, il n'y a plus rien à faire, écoute, la science elle trouvera bien, de toute façon c'est pas mon problème. Eh bien les plus jeunes deviendront cyniques comme nous. Et on fera que durcir encore le système. Mais si nous on les met en contact avec des gens qui même modestement au Bangladesh, mais aussi chez nous, disent si ça vaut la peine. Parce que quand je commence à produire mes propres semences, ou quand je commence à manger autrement, ou quand je change un peu ma manière de vivre dans ma maison, je retrouve la joie de vivre, je retrouve un sens, je remets de la valeur dans ma vie. Le pape dit ça très clairement. Il faut qu'on dise, mais pourquoi ça vaut la peine de vivre? C'est ça la question de fond. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de défendre cette planète? Pourquoi j'ai envie qu'après ma mort, cette planète soit encore en bon état? Si je n'ai pas les mots pour expliquer ça aux plus jeunes, il ne se passera rien. Mais si j'arrive à dire, il y a des valeurs dans ce monde qui vaut la peine qu'on prenne des risques pour lutter, peut-être même à mourir pour ces valeurs-là, pour que toi, plus tard, tu puisses continuer à vivre comme moi j'ai pu vivre, alors des choses peuvent bouger. Et toutes les expériences qu'on rencontre, les associations, la société civile, les petits paysans, les économistes, les chefs d'entreprise, qui à leur niveau disent « moi j'arrête de faire du fric » ou « j'arrête de rêver à la toute-puissance », au contraire je me mets au service du chômeur du coin ou de ma famille ou de je sais pas quoi, ces gens-là sont en train de préparer la mutation de notre système. Et je pense que c'est notre responsabilité, si vous partagez cette foi ou ces convictions, de soutenir. La question c'est pas qu'on devienne écolo tous, si vous le devenez tant mieux pour vous, mais de ne pas décourager ceux qui sont en train de faire ces passages-là. Au minimum ça. Si vous ne pouvez pas manger végétarien ou utiliser un savon, je ne sais pas quoi, pour ne pas polluer, c'est possible, on est dans des contraintes et dans des ornières qui sont... Mais ne découragez pas ceux qui le font. Si on marche sur les jeunes pousses, il ne faut pas s'étonner que rien ne pousse. Donc, au minimum, et je pense qu'un lieu comme ce que vous vivez ici, doit nous rendre sensibles à ça, il faut que j'encourage ceux qui sont en train d'avancer. Même s'ils font d'une manière que moi, je n'aurais jamais fait. Il faut que je les soutienne. Voilà, à vous la parole. Merci. Ah, il marche plus. Merci Dominique d'avoir si bien illustré les objectifs du festival. En tout cas, ben oui, place à vous, réflexion, coup de cœur. Oui, coup de gueule aussi. Merci pour cette belle présentation de l'encyclique. Vous avez parlé, enfin, pas possible, de péché, j'ai envie de dire péché climatique, péché écologique, je ne sais pas comment. Voilà. Mais qui devra demander pardon et quel pardon, enfin, qui va accorder le pardon, quoi. Enfin, c'est un peu ma question depuis longtemps, mais enfin, comment est-ce que nos sociétés vont passer au travers de ce péché, de ce mur, on va dire. Juste pour ceux qui sont catholiques, qui sont un peu qui ont leur catéchisme dans la tête, vous savez quand on parle du péché par action, du péché par soumission, ou je sais plus quoi, par omission. Qu'est-ce que c'est que ce péché par omission? Posez-vous la question. Le péché par omission, c'est ce que je laisse faire. Ce que je laisse faire. Ah, c'est pas moi. Ah non, mais c'est pas moi qui ai appuyé sur la détente du machin. Ah non, non. Mais j'ai laissé faire que la situation pourrisse et qui fait qu'à un moment donné, on en est arrivé là. Donc,
On ne peut pas porter tout le péché du monde, on ne va pas déprimer en permanence en disant il y a 160 millions de personnes au Bangladesh qui ne vont pas bien, et puis il y a Daesh, et puis il y a machin. Et puis bah, là, vous vous levez plus le matin, quoi. Vous faites une dépression nerveuse et ça ne changera rien. Par contre, on doit arriver à dire de temps en temps dans notre vie personnelle, il y a ce que moi j'essaie de bien faire et je fais ce que je peux, et je demande pardon quand je me trompe. Mais je dois de temps en temps aussi demander pardon pour ce que je laisse faire, parce que je considère que ce n'est pas mon problème. Il faut au moins qu'intellectuellement je puisse dire si c'est mon problème. Je ne peux rien y changer aujourd'hui, mais c'est bien mon problème. C'est la même humanité. Si déjà on commençait à se dire ça, je suis persuadé, et le pape le dit dans l'encyclique, hein, les petits gestes, hein, il dit réduire la douche, etc. Tout le monde dit oh, ça ne va pas changer le truc. Bien sûr, peut-être que techniquement parlant, ça ne va pas sauver le réchauffement climatique. Mais ce que ça change, c'est qu'intérieurement, ça nous prépare à regarder le monde autrement. C'est que dès que vous commencez à manger autrement, à produire autrement, à consommer autrement, et ben vous simplifiez votre vie, vous ne courez plus après le matérialisme, vous commencez à parler à votre voisin, vous faites attention à des valeurs que vous aviez oubliées, etc. Et donc vous remettez de la vie dans quelque chose qui s'était durci par le matérialisme. C'est ça l'enjeu. Quand vous apprenez à vos enfants à faire attention à ce qu'ils mangent plutôt que de bouffer d'un McDo devant la télé, c'est pas juste pour qu'ils aient une bonne santé. C'est pour leur rappeler à travers ça qu'il y a une valeur à parler avec la personne qui m'a fait à manger, d'être reconnaissant et de lui dire, tu sais, nourriture, merci de me l'avoir donnée. Il y a une valeur qui nous rend humains. Alors que manger son McDo devant la télé, ça ne nous rend pas humains, ça nous déshumanise. Ça fait du bien sur le moment, c'est rigolo, tout ça, mais quand vous le faites pendant 5 ans, 10 ans dans votre enfance, vous êtes déshumanisé au bout d'un moment. Et donc c'est ça l'enjeu. Je ne sais pas qui va nous pardonner. J'ai une idée, hein, j'espère que quand on le rencontrera, il nous dira ben, c'est pas terrible ce que tu as fait, mais entre quand même dans la joie de ton maître, j'espère. Mais si déjà on arrêtait d'entretenir la violence de nos systèmes, c'est déjà une manière de préparer les pardons possibles. Ça répond pas tout à fait, mais... Tu veux le micro ? Deux choses. On était il n'y a pas longtemps à Épinal à la Louvière avec un témoin du Bangladesh et qui nous donnait un proverbe Dieu pardonne toujours, l'homme pardonne parfois, la nature, elle, ne pardonne jamais. Le pape l'a cité plusieurs fois, celle-là. Oui. Et puis, deuxième chose, à table avec un agriculteur bio tout à l'heure, il me disait que depuis qu'il était passé en bio, il trouvait que l'atmosphère avec ses amis agriculteurs était une atmosphère d'entraide. Quand on est dans le conventionnel, on cherche toujours à dépasser l'autre, à avoir le plus gros tracteur, à réussir mieux. Il dit, entre bio, quand on a repéré quelque chose dans la nature et qu'il va falloir anticiper par une technique, parce qu'il faut, quand on fait du bio, mieux regarder ce qui se passe, puisque la chimie, c'est facile, on utilise le produit chimique et tout se résout. Là, ils doivent anticiper, et il dit, ben, entre nous, on s'entraide. L'alerte, on va la donner aux amis. Et du coup, on n'est plus dans un rapport de rivalité, mais d'entraide. Donc on voit comment, finalement, la conscience écologique, au sens plein du terme, donne aussi un rapport différent aux autres. Et il reste une question, c'est comment, finalement, collectivement, s'entraider à essayer de convertir notre boulimie dans une société consumériste. Bon, vous avez abordé ces thèmes, mais est-ce que, vis-à-vis des enfants, de la jeunesse, vis-à-vis de même déjà nous-mêmes, comment convertir notre boulimie? Et il y a une démarche presque psychologique, même si certains ne vont pas en faire une démarche spirituelle, mais comment d'abord déjà psychologiquement vivre cela, c'est-à-dire c'est vivre un autre rapport au manque, et le vivre comme une chance. Oui. Ça me revient une phrase qu'emploie Pierre Rabhi. Vous avez fait référence énormément à Pierre Rabhi. Je fais partie d'un mouvement, les Colibris. Et la phrase, pour répondre, qui me revient, c'est la puissance de la modération. J'ai l'impression que ça, voilà, tout est dit par rapport à la question. C'est son prochain livre qui va sortir en octobre. Parce que
voulais juste rajouter par rapport à ça, déjà dans le texte de l'encyclique, le pape dit, c'est quand même assez riche, hein, il met des exemples, etc. Il dit un exemple, alors ça c'est pour les chrétiens hein, spécifiquement, mais on peut le traduire très facilement dans toute vie de famille, il dit bénir les repas. Il dit pourquoi on s'est habitué à prendre nos repas sans, autrement dit, hein, bénir c'est pas juste invoquer la puissance de Dieu, etc. Okay, c'est d'abord dire du bien. Bénir, c'est-à-dire bénédire, dire du bien. Ça peut être pour votre conjoint aussi. Hein. On peut passer notre temps à dire « t'es nul, tu ressembles à ta mère ». Là, on maudit. Hein. Et c'est ce genre de paroles qui détruisent la vie relationnelle. Mais quand on lui dit « heureux, merci d'être là et t'es quelqu'un de bien », on bénit. Eh bien, si on veut changer notre mode de vie, il faut le bénir. Et donc, ça peut commencer, si vous ne savez pas par où commencer, chaque fois que vous vous retrouvez à table chez vous, si vous êtes seul, à deux, ou avec vos enfants, ou avec d'autres, prendre le temps avant de commencer le repas, regarder ce qui est sur la table. Peut-être, si vous n'êtes pas chrétien, ou vous n'avez pas envie, parce qu'il y a des gens qui ne partagent pas votre foi, prenez juste un temps en silence, en disant, on va juste remercier pour ce qui est sur la table. Ou bien vous pouvez prier, si vous êtes chrétien, et dire ce qu'on va manger. Il y a des gens qui l'ont produit, il y a des gens qui nous l'ont apporté, il y a des gens qui l'ont cuisiné, il y a toute une humanité sur cette table. Et reprendre conscience de cette humanité sur la table, tout d'un coup, vous mangez autrement, quoi. Passez pas votre temps à vous goinfrer et à en vouloir le plus parce que vous avez peur que votre voisin il va en prendre. Ce mouvement-là, et le pape le dit, mais d'autres aussi, Pierre Rabhi le dit, et plein de gens l'ont compris depuis longtemps, c'est de retrouver le sens de la gratuité et de la gratitude. Voilà. On le sait, toutes les sagesses du monde nous le disent. La gratuité, la gratitude. Ce qui nous fait vivre, pensez-y, tout ce qui nous fait vivre nous a été donné gratuitement. Tout ce qui est essentiel pour vivre nous est donné gratuitement. L'eau, l'air, le sang, les relations, l'amour, tout ça est gratuit. Quand ça l'est plus, quand ça devient payant, ces trucs-là, on est en train de mourir. Malheureusement, dans notre société, il y a plein de choses qui sont des signes de durcissement. On est en train de laisser mourir la vitalité de nos communautés. Hein. Parce qu'on commence à payer l'eau, on commence à payer les enfants par GPA et tous ces trucs-là. Hein, toute cette marchandisation du vivant. On considère que l'autre est un objet, les biens qui étaient gratuits, donnés, surabondants, deviennent rares, et donc c'est que les plus riches qui peuvent se les approprier. Ben ça, c'est une violence collective terrible, terrible. Et donc, si vous repérez ça, eh ben, remettez-vous dans une attitude de gratuité. Trouvez les moyens pour que ça redevienne gratuit. Et c'est souvent un combat. Hein. Par rapport à ce que tu disais sur ces agriculteurs, moi je suis de plus en plus sensible dans les interventions que je fais. Très souvent, je me retrouve avec des agriculteurs, un qui est bio et un qui est conventionnel. Et tous les deux disent, mais je ne suis pas un salaud, hein, je fais attention à ce que je fais. Hein. C'est pas parce que je suis conventionnel ou raisonné ou je ne sais pas quoi, que je suis un pollueur, qu'il fout en l'air. Je crois qu'il faut rappeler ça. Moi, je suis très sensible au bio, mais je suis aussi très sensible à des agriculteurs conventionnels qui font ce qu'ils peuvent dans le système dans lequel ils sont. Voilà. Qui est hyper contraint, hyper dur. Ils sont endettés, ils résistent à des coopératives qui leur mettent la pression, et c'est pas tous des pourris qui sont juste là pour se faire du fric et qui s'en foutent du monde entier. Il faut qu'on ait ce sens de la communion, de dire, on ne cherche pas des coupables, on cherche des gens de bonne volonté qui avancent. Et certains sont capables de faire des mutations très profondes, d'aller dans le bio, et c'est vrai que c'est compliqué, et ceux qui le font sont souvent très impressionnants. Mais ceux qui tiennent dans le conventionnel en essayant de changer de l'intérieur le système sont tout aussi impressionnants. Il faut le redire, ça. Parce que sinon, on se retrouve avec des agriculteurs qui passent, on en fait un débat avec des agriculteurs, ils passent leur soirée à se taper sur la gueule en disant « Ouais, toi t'es un bio, toi t'es un conventionnel, etc. » On s'en fout de ça. Et ça, c'est la troisième chose que je veux dire. Et ça, c'est très intéressant dans la démarche de l'encyclique, et d'ailleurs toute la dynamique de ce que fait le pape. Et je pense que c'est parce qu'il est sud-argentin, et jésuite aussi, mais sud-argentin tout particulièrement. Il le dit plusieurs fois. Ce qui est intéressant dans nos vies, c'est pas être capable d'avoir une décision d'autorité en disant c'est ça la vérité. Et très souvent on se fait prendre à ce piège-là. Et c'est très souvent ce qu'on a reproché à l'Église. D'être quelqu'un pour dire nous sommes catholiques, donc nous savons ça c'est le bien, ça c'est le mal. Voilà. Donc si t'es pas d'accord, eh ben, c'est que t'es pas catholique, donc tant pis pour toi. Et si vous êtes encore un peu plus sévère, tu finiras en enfer. Voilà. Et puis après comme ça vous êtes tranquille. Puis vous êtes les heureux petits élus, et puis les autres peuvent aller se faire voir. Et tant qu'on a fait ça, nous les chrétiens,
qu'est-ce qu'on a fait? On a semé la division, la peur, la violence, etc. Et chaque fois qu'on s'est guéri de ce désir de puissance, parce que c'est ça qui est derrière, quand vous dites à quelqu'un « moi j'ai raison et toi tu as tort », vous dites « c'est moi le puissant et toi le faible ». Quand vous acceptez de guérir de cette maladie, parce que c'est une maladie, hein, et vous savez le nombre de fois où le pape a dit à ses copains de la curie, vous êtes malade, malade de puissance, vous avez des belles robes et des machins, et vous êtes à la curie, alors vous croyez que vous pouvez juger le monde entier, c'est une maladie, guérissez-vous de ça. Et voilà la proposition du pape, accompagner les processus, plutôt que de décider ce qui est vrai ou ce qui est faux. La vérité de la foi, on l'a, l'évangile on l'a, le catéchisme on l'a, c'est bon, on sait. Et chacun, là où on en est, on doit arriver à s'ajuster à ça, et on fait ce qu'on peut. Et ça nous prendra peut-être toute la vie, et à la fin on n'aura pas encore tout résolu. Donc voilà, on le sait, personne d'entre nous ne sera jamais parfait, on ne sera jamais des anges. Par contre, désolé hein, si vous l'avez espéré, mais on ne sera jamais. C'est pas notre place. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le processus. C'est ce qui est en train de se passer. Et comment, dans ces processus, il y a des maturations qui se font. Et donc, le travail, et c'est une invitation très forte dans l'encyclique, et regardez ce qu'il est en train de faire dans le synode des familles, c'est exactement ça. Il n'a pas fait parler une fois les évêques, et puis après il écrit un document en disant « Bon, j'ai réfléchi, merci, alors maintenant, comme pape, je décide que là, les divorcés en mariage... » Non. Il a dit « On va prendre un temps pour réfléchir, on envoie un questionnaire, ils répondent, on digère tout ça, on voit les évêques qui se disputent, on dit « Oh non, jamais, si, oui. » Disputez-vous, ça fait partie du processus. Dites les choses au lieu de rester dans vos trucs et puis d'envoyer des lettres anonymes par derrière, etc. Crevez les abcès. Et puis on reprend du temps et on revient aux questions, on rentre dans le diocèse, on discute, on refait un deuxième questionnaire, on prend une deuxième session. Maintenant on sait où sont les tensions, maintenant on cherche comment les dépasser. Et après seulement le pape, il reprendra tout ça, il dira voilà, je vous ai écouté, je regardais ce qui se passe, là j'ai l'impression qu'il y a un mouvement intéressant et c'est celui-là que je valide. C'est pas une décision d'autorité, c'est un mouvement que j'accompagne. Et bien ça c'est dans ce que fait le pape François, je pense que sur toutes les questions de mode de vie, sur les nouveaux modes qu'on doit accompagner, sur la prise de conscience écologique, sur le politique, sur l'économique et tout ça, c'est une grille de lecture très intéressante, hein. Pierre Rabhi tout à fait là-dedans et d'autres. Hein. Accompagner le processus, il y a des processus qui vont vers la mort, des processus de durcissement, des processus de puissance, des processus d'aveuglement par la technologie. Et puis il y a des processus de résilience, des processus où les gens se reprennent leur destin en main, remettent de la valeur au centre de ce qu'ils font et ne se laissent pas bouffer par le matérialisme ou l'individualisme. Et bien c'est ces processus-là qu'on doit repérer. Ils sont là. Je vous raconte juste une histoire pour terminer par rapport à ça. Moi, j'en ai pris conscience moi-même en le faisant. Depuis le mois de septembre, je suis dans une petite chapelle à Paris avec une petite communauté que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, du quartier. Des gens qui sont là depuis longtemps, certains depuis 45 ans, ben voilà, bon. Une communauté un peu vieillissante, un peu triste parce qu'il y a 30 ans ils étaient très nombreux, maintenant ils sont moins nombreux. Et quand je suis arrivé, ils m'ont dit « Où sont les jeunes? Il faut que tu nous apportes des jeunes, quoi. Une transfusion sanguine quoi, de jeunes dans la communauté pour à nouveau faire beau. » Quoi. Moi, les jeunes, c'est pas un stock qu'on prend et qu'on met comme ça, c'est une personne, quoi. Ça n'existe pas, des jeunes que vous emmenez. Ah bon, alors on a commencé à célébrer. Et puis, au bout de quelques dimanches, ils sont venus me voir, me dire « Mais c'est qui ces personnes qui sont là? C'est toi qui nous les as apportées, etc. » Des gens qu'ils ne connaissaient pas. Je dis « Bah non, moi je ne les connais pas non plus. » Mais alors ils viennent d'où ces gens? Bah, en fait, ils étaient toujours là. Simplement, la différence, c'est que, moi c'est ma manière de faire, quand on célèbre, avant de commencer la messe, on se dit bonjour. On se prend 30 secondes, je m'appelle Dominique, et toi, tu viens d'où? Ah ben enchanté, bienvenue, merci d'être là. C'est tout. Et donc on a fait ça plusieurs dimanches. Donc le petit cercle des gens habitués qui étaient devant entre eux, qui se connaissaient tous, et donc qui se parlaient entre eux, qui saluaient jamais les gens qui étaient derrière, ont commencé à les saluer. Et se sont rendus compte que des gens étaient là. Et les gens qui étaient derrière, qui passaient en disant « Il y a quelque chose pour moi ici ?» on commence à se sentir accueillis. Là, punaise, une communauté qui me dit bonjour et qui me dit bienvenue. Ah, il y a peut-être quelque chose pour moi. Et ils sont restés. Et on découvre qu'il y a un processus qui se passe. Quoi. Alors que si j'avais décidé en disant alors on va faire venir un groupe de je sais pas quoi, du charismatique, on va mettre 30 jeunes et alors là ça va être transfusion sanguine, on va mettre le feu dans la paroisse, on peut, c'est un moyen. Mais il y a d'autres processus possibles. D'accueillir, de regarder le réel et de dire qu'est-ce qui se passe et on se réjouit de chaque personne qui est là. C'est un exemple, hein, il y en a d'autres. Peut-être encore une direction, on a encore une ou deux deux, parce que
faut aller voir les ateliers aussi. Bah oui. Oui, non, bizarrement, par rapport à la conférence de Pierre Rabhi, par rapport à ce que vous dites aussi, c'est qu'on, souvent, moi j'ai fait de l'agriculture biologique une quarantaine d'années, là, et ceux qui nous ont plus barré la route, c'est les écologistes. Quoi. À vous dire, quoi. Alors j'aime bien dans l'évangile, je ne suis pas trop évangéliste, mais Jachée, quoi. Jachée où le Christ dit, je vais venir habiter chez toi. Et je sais qu'une fois, quelqu'un m'a dit, les riches sont malheureux, ils ont besoin de nous. Et je pense qu'il faut l'habiter chez les gens. Je veux dire, entendre ces discours de dire l'autre ne fait pas bien, l'autre c'est un méchant, ou ces trucs extrémistes rendus comme ça, qu'on a eu un petit peu quand même dans la fin du débat avec Pierre Rabhi, n'est pas très bon, quoi, à mon avis. Et j'aime bien ce passage du Christ, il dit, je vais l'habiter chez toi ce soir, toi tu es un collecteur d'impôts, tu as triché, mais on va les lire ensemble. Et là, je me suis aperçu qu'en agriculture biologique, nos meilleurs bio qui sont aujourd'hui, sont des conventionnels qui étaient avant, qui sont convertis et qui vraiment ont fait avancer les choses. Alors que le pur écolo, il est encore dans son monde aéré, là, en disant c'est pas comme ça, vos tracteurs fument, vos machins. Merci de nous redire ensemble que tout peut être idéologisé. Le bio aussi peut être une idéologie qui se boucle sur elle-même et qui devient puissant, quoi. Et qui dit aux autres, t'es pas végétarien, t'es un salaud, tu tues des animaux, etc. quoi. Donc c'est de la puissance, ça. Vous utilisez votre nouvelle idée pour continuer à imposer aux autres ce qui est votre vérité. Ben ça marche pas. Et c'est partout, aussi bien chez les bio que chez les conventionnels, chez les végétariens ou les autres. Et donc notre travail à faire, c'est pas juste devenir écolo si ça vous intéresse. Moi, ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, c'est de déraciner cette envie de puissance en nous. Voilà, cette envie d'être toujours plus fort que les autres. Et d'assumer cette part de fragilité en disant, c'est dans cette part de fragilité que les choses se passent. Et les gens qui sont passés au bio, les conventionnels qui essaient d'avancer, ils se remettent en position de fragilité, en disant c'est plus compliqué, il faut que je travaille avec d'autres, je gagne moins d'argent, il faut que je retourne à notre équilibre, je dois parler avec des gens avec qui je ne parlais pas, etc. Toutes ces nuances-là. Et c'est ça qui redonne du poids à la vie. Moi, je me souviens d'un agriculteur bio dans la Beauce là, qui raconte ça. Alors, lui a fait une conversion personnelle, chrétien, en recommençant, on peut dire. Et il raconte que la grande différence pour lui maintenant, après avoir fait tout le travail de basculer au bio, c'est qu'avant, quand il était sur son tracteur à la fin de la moisson, formidable, il calculait déjà l'argent qu'il allait avoir. Maintenant qu'il est sur son tracteur en bio, il dit très souvent, je me surprends à prier. Et avant, je priais jamais sur mon tracteur, j'avais tout ce qu'il faut. Je n'avais rien à demander. Maintenant, je retrouve la fragilité, je sais que je peux perdre une partie de ma moisson parce que je n'ai pas le produit magique qui va sauver le truc à la dernière minute. Je l'accepte. Et il faut que je sois attentif, on l'a dit, je sois plus attentif au réel. Il faut que j'accepte que je peux perdre une partie, que je suis plus fragile. Mais pour répondre à cette fragilité-là, je ne vais pas la subir, je vais en faire un lieu de créativité. Et alors son fils, qui est agriculteur, est en train de développer des nouveaux modèles économiques, des ruches, des machins, des trucs, de vente directe, de productivité. Les agriculteurs sont en train de redevenir vraiment des lieux de créativité, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est pas de devenir des idéologues du bio. On s'en fout de ça. C'est pas mettre une idéologie à la place d'une autre. Ça, c'est terrifiant, quoi. Alors moi je vais revenir un petit peu en arrière, mais j'étais un peu tout à l'heure gênée par cette culpabilisation de notre génération, de nous tous qui ne sommes pas très jeunes et qui sommes là. Enfin non, il y a quelques jeunes quand même, faut pas que je... parce que d'abord je trouve que se culpabiliser, je trouve ça tout à fait stérile. Bon, il y a des problèmes, ils sont là, il faut les résoudre. Et puis, il ne faut pas croire que les générations qui sont venues avant nous ont laissé le paradis. Moi, je suis né en 1946, je suis né dans un pays qui était complètement détruit, dans un monde qui était plein de haine. On a hérité de la colonisation, qui nous vaut tous les conflits actuels. On a hérité de la création de l'État juif et du conflit israélo-palestinien qui nous pourrit la vie. Ça ne sert à rien de se culpabiliser. Moi, j'en veux pas à mes parents de m'avoir fait naître dans ce monde-là. Je ne pense pas que mes enfants m'en voudront. Ça ne sert à rien de culpabiliser. Il y a des problèmes, il faut les résoudre ensemble. Mais après, le péché, on verra après. C'est pas le plus important, je trouve. Oui, merci de rappeler ça. Moi, évidemment, comme journaliste, en m'emballant parfois
on peut aller sur ce genre de discours un peu facile d'opposer les générations et tout ça. C'est très clair, hein, et d'ailleurs dans l'encyclique, le pape le dit aussi, on peut passer beaucoup de temps à vouloir préparer ce que vont vivre les générations futures, mais le meilleur moyen pour préparer ce que vont vivre les générations futures, c'est de vivre maintenant l'intergénération. Parce qu'il y a une réalité, c'est que les générations futures, elles sont là. C'est les enfants qui ont 10 ans, qui ont 15 ans, et qui seront adultes dans 20 ans. C'est ça la génération future. Hein. C'est pas des extraterrestres qui vont arriver, je sais pas où. Hein. Ils sont là, donc ils nous regardent vivre. Et donc, le meilleur moyen pour les préparer à assumer leurs propres questions, et c'est vrai, hein, chaque génération doit assumer un monde compliqué, c'est que chacune de nos générations, les 20 ans, les 40, les 60, les 80, apprend à travailler ensemble en laissant chaque génération assumer ce qu'elle a assumé.